Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre mardi d'Esti spécial Japon. Alors comme vous pouvez le voir en ligne, bonjour, je pense que la caméra est là. Nous sommes sur une édition un petit peu particulière des mardis d'Esti aujourd'hui puisqu'on est sur une édition immersive. Donc vous ne le voyez pas en ligne mais on a une vingtaine d'agences présentes avec nous aujourd'hui en direct pour cette version un peu live. Il s'agit de nos 20 meilleures agences. Donc, si vous souhaitez être présent l'année prochaine en direct avec nous pour cette version immersive, allez-y, au vent du Japon. Pour rappel, Wandia, ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, a priori, vous nous connaissez extrêmement bien. Donc, je vous parle à vous en ligne si jamais vous ne connaissez pas. Wandia, on est un tour opérateur spécialisé dans le voyage à la carte. Donc, notre vraie valeur ajoutée, chez Wandia, c'est en fait la mise à disposition d'une plateforme qui va vous permettre de composer du voyage à la carte très très rapidement avec des prix et des disponibilités en temps réel. Si jamais vous souhaitez avoir vos accès, envoyez un petit mail à sales@wandia.com. Ce mail sera disponible dans la présentation, en fin de présentation. Mais je vais surtout laisser la parole à Claire et Charlotte. Aujourd'hui, donc Charlotte, je le rappelle, fait partie de l'Office national du tourisme du Japon, et Claire, qui est notre chef de prod sur la partie Asie. Donc, je vous laisse la parole, les filles, pour cette présentation. いただき、とても嬉しいことです。子供だと申します。日本政府観光局から来ています。Bon, je pense que j'ai bien focalisé votre attention. Donc, enchantée de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette première journée World. Donc, moi, je représente l'Office national du tourisme japonais. Nous sommes basés à Paris dans le quartier Pyramide, le fameux quartier japonais pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, je vais faire un tour de la destination en commençant par une petite présentation générale. Je poursuivrai avec les indispensables, les ce que tout premier voyageur visite en principe. Et puis après, je vous ferai un petit focus sur le site de l'ambassade du Japon. Après, il y a d'autres choses qui sont recommandées, comme avoir une assurance voyage. Toutes les formalités, vous les faire à l'arrivée à l'aéroport ou dans l'avion. Hop, c'est fait, on débarque. Et tout est beaucoup plus fluide, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Alors, un petit rappel de la géographie japonaise, car on a souvent tendance à dire que c'est un petit pays, mais c'est faux, c'est un grand pays. D'abord parce qu'il a une riche culture, donc à tous les sens du terme, et surtout c'est un pays très étendu. Donc c'est sûr, c'est pas le territoire chinois, c'est pas le territoire des États-Unis, c'est pas grand à ce sens-là, mais vous voyez que du nord au sud, vous avez quasiment 3000 km d'étendue, donc 3000 km c'est beaucoup. Hein. Vous avez tout au nord l'île de Hokkaido qui est inscrite sur les sacs que j'ai vus à droite à gauche sur les fauteuils. Donc c'est l'île la plus au nord, elle est au niveau de Vladivostok. Donc vous voyez vraiment les territoires du nord. Et tout au nord d'ailleurs de Hokkaido, c'est l'endroit où on peut voir la banquise. La banquise dérivante, donc c'est vraiment les terres du nord. Alors qu'à l'inverse, quand vous allez sur l'archipel d'Okinawa, tout au sud, et bien là, vous êtes plus près de chez Manuel, puisque là, quand on est dans les dernières îles d'Okinawa, on est vraiment à un jet de pierre de Taïwan, notamment Yonaguni, c'est la dernière île avant d'être sur Taïwan, donc voilà, c'est très étendu, et puis au centre, bien sûr, vous avez l'île principale de Honshu, que vous connaissez tous pour Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Vous avez l'île de Kyushu du sud-ouest, que j'ai également vu imprimée sur des sacs, l'île de Shikoku, avec la mer intérieure qui passe. Et puis, bien sûr, sur le flanc ouest, vous avez la mer du Japon. Sur le flanc est, vous avez l'océan Pacifique. Donc voilà, gardez en tête que c'est un territoire très étendu. Et qui dit 3000 km d'étendue, le nord, le sud, Taïwan, la Russie, etc., dit une diversité de paysages. Et donc, pour nous, visiteurs, une diversité de possibilités d'activités, puisque vous pouvez tout aussi bien profiter d'une des meilleures poudreuses au monde sur l'île de Hokkaido. Alors moi, je suis pas une grande skieuse, loin de là, mais je sais que les skieurs amateurs, les journalistes spécialisés, etc., tiens, j'ai ma photo qui a des sports d'hiver, les Jeux Olympiques de Nagano, des parcs quasi-nationaux, on peut faire des visites à vélo. Là, c'est justement lors de notre dernier trip dans les Alpes, on a fait du cheval à Hokkaido, on peut aller voir, faire du bird watching aussi sur l'île de Hokkaido un peu partout, des très belles randonnées. Les Japonais sont très amateurs de marché de randonnée. Donc vous voyez, le leitmotiv de cette présentation, ce sera la diversité. Hein. Je veux que vous reteniez absolument que le Japon
est un pays très varié, qui offre beaucoup de possibilités. Alors, là, on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans les destinations. Une fois qu'on est au Japon, qu'est-ce qu'on visite, où est-ce qu'on va? Et notamment, je vais commencer par les villes qui sont ce qu'on appelle les incontournables. Chez nous, on appelle ça la Golden Route. Donc, ça commence par Tokyo, la capitale. Combien d'habitants à Tokyo, d'après vous? À peu près 15 millions, c'est pas loin. En fait, c'est 13 millions et demi. Vous voyez, c'est une très grande ville. Quand tu m'entends 30 millions, je suis sûre que tu l'as lu, parce que c'est beaucoup de médias qui veulent faire le buzz, comme si 13 millions, c'était pas assez. Mais en fait, 30 millions, c'est quand on agglutine les agglomérations autour de Tokyo, donc les autres préfectures. Là, effectivement, on arrive à 30 millions. Mais Tokyo, qui est une préfecture comme une ville, c'est 13,5 millions. Donc, vous voyez, c'est déjà suffisant. Il y a combien d'habitants à Paris? 2 millions. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup plus. Tokyo, ce qu'il faut retenir, c'est que comme un peu partout au Japon, vous avez toujours un petit peu de tout pour tous les goûts, puisque vous avez à la fois des quartiers très modernes, avec l'île artificielle de Odaiba, que l'on atteint par le Rainbow Bridge, et qui est assez presque futuriste quand même, quand on est sur place. Mais vous avez aussi des quartiers très historiques, comme Asakusa, qui date de l'ère Edo, donc quand même le XVIIe siècle. Vous avez de très beaux jardins comme le Hamariku Koen, qui est un très beau jardin avec à la fois le côté traditionnel, mais en arrière-fond les gratte-ciels du quartier d'affaires de Tokyo. Et puis vous avez ce fameux, désormais mondialement connu, le carrefour de Shibuya, où les piétons traversent dans tous les sens quand c'est leur tour, parce que les Japonais sont très respectueux de ce genre de règles. Donc voilà, Tokyo, il faut retenir que comme un peu partout, il y en a pour tous les goûts. Je vous le disais, le maître mot de cette formation, c'est la variété, et Tokyo ne fait pas exception. Alors, celles-ci, vous les connaissez un peu mieux. Kyoto et Nara, ce sont les deux anciennes capitales impériales. C'est-à-dire que Nara, qui est un peu moins connue en France, mais qui est pourtant la première capitale impériale fixe, c'est-à-dire là où l'empereur a décidé de se poser, puisqu'avant il était assez itinérant, sachant que les capitales au Japon, c'est l'endroit où réside l'empereur. La première fois, il a résidé à Nara, après ça a déménagé à Kyoto. Donc forcément, en termes d'offres touristiques, eh bien, vous avez beaucoup de temples, de sanctuaires, de très beaux jardins, de musées, de parcs, etc. Savez-vous à peu près combien de temples et de sanctuaires à Kyoto? À peu près. Aucune petite idée? Un peu moins de 2000. Voilà. Donc, vos clients ne verront pas tous les temples de Kyoto ni tous les sanctuaires en une seule visite. Il faudra donc y retourner. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous et pour eux, parce que c'est sûr que c'est un très beau voyage. Donc, Kyoto, très connu pour tout son côté culturel, le quartier des geishas, les très beaux temples, qui soient donc temples bouddhiste ou sanctuaire shinto. Quand on dit temple au Japon, c'est bouddhiste. Quand on dit sanctuaire, c'est shintoïste. Le shinto étant la religion originelle, non importée, née au Japon, qui est plus proche de l'animisme, mais qui est très très belle. Et vous avez donc en bas, pour ce qui est de Nara, vous avez le parc de Nara, avec de très beaux temples et sanctuaires. Ça, c'est un des plus anciens temples en bois au monde. Il abrite une grande statue de Bouddha, c'est le temple Todaiji, très fréquenté et très beau, c'est vrai qu'il est majestueux. Et puis en termes de plus sanctuaire, vous voyez la différence, c'est pas tout à fait pareil, même si c'est un focus lanterne. Ça, c'est le Kasuga Taisha, qui est très connu pour ses lanternes. Donc là, je vais accélérer puisque je pense que vous connaissez à peu près les incontournables. Osaka, c'est vraiment la ville capitale économique, toujours dans le même cercle. Donc très moderne, on y va surtout pour sortir, boire un verre. C'est là que se trouve Universal Studios, je le souligne pour les clients qui partent en famille. Hiroshima Miyajima, pardon, il ne faut pas que je tourne le dos. C'est le grand classique pour le côté plutôt histoire et spirituel, puisque vous avez bien sûr, et hélas, le premier bombardement atomique, et puis la ville de Miyajima, qui est très jolie, avec son toli mondialement connu, pareil, flottant sur l'eau, avec marée basse, marée haute, donc on peut marcher jusqu'au toli. Le mont Koya se trouve aussi dans la même région, et là, c'est vraiment l'occasion de passer un séjour dans un temple, de passer une nuit dans un temple, et de goûter à la nourriture végétarienne et spirituelle des moines, donc un très beau site qui a été fondé au 9e siècle. Donc là, je vous montre une carte rapidement. Quand par exemple, on arrive à Osaka, on file sur Fukui, et ça, ce sont les villes que je vais vous montrer un peu vite.
Mais c'est pas grave, je ne vous demande pas de retenir tout. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez des images en tête et que vous vous disiez, OK, ça ressemble à ça. Et il y a ce type de parcours qui est possible aussi pour changer du Golden Route éternel, qui est bien sûr tout à fait intéressant, mais voilà, histoire de varier les plaisirs. Donc là, je vous ai fait un plus grand focus. Et voilà ce que ça donne en image. Quand vous arrivez à Fukui, déjà, dès l'arrivée, vous avez un très beau jardin avec le pavillon de thé, un très beau petit étang avec le jardin, le pavillon qui se reflète dedans, etc. Ça, c'est juste la toute petite visite qu'on peut faire en arrivant parce que Fukui, c'est quand même avant tout le magnifique temple zen Eiheiji, qui est vraiment dans la périphérie de Fukui, à même pas 30 minutes en car. C'est très très beau. C'est vraiment le temple qui invite à la spiritualité, qui invite au zen, qui est majestueux. En plus, on l'a visité sous les... Vous voyez quand les érables commencent à rougir et à jaunir, donc c'est vraiment un superbe site qu'il faut absolument visiter. Il est de toute beauté. On peut y pratiquer une initiation à la méditation zen avec des temples et des moines qui peuvent vous faire le guidage en anglais. Donc c'est vraiment une expérience fantastique. Je vais très vite, hein, encore une fois, l'idée c'est de vous montrer un peu une petite idée. La ville de Kanazawa, donc là, Kanazawa, c'est musée d'art contemporain, installation contemporaine, ancienne maison de samouraï, les quartiers à l'ancienne. Là, on plonge au cœur des Alpes avec Bokayama ou Shirakawago qui sont connus pour leur célèbre maison au toit de chaume avec des points de vue magnifiques. Takayama et son festival d'automne qui est très très beau, haut en couleur avec son défilé de chars. Là, on s'enfonce encore un peu plus dans la montagne avec ce spot de onsen, donc vous savez, des cures thermales japonaises, que eux, ils font, nous, c'est un petit côté médical quand on dit cure thermale, eux, ils vont en termes comme nous, on va à la plage, à la piscine, ils vont se faire du bien, c'est vraiment le bien-être, profiter des sources chaudes naturelles, et puis surtout, avec les Alpes autour, ces paysages magnifiques, vous voyez les montagnes très très belles, possibilité de prendre un lopouet, un funiculaire pour avoir ces vues en hauteur magnifiques. Et puis après, on peut poursuivre avec le parc national et notamment Kamikochi, qui se trouve vraiment au cœur des Alpes. Donc, encore une fois, vous voyez que vous marchez ne serait-ce qu'une heure et demie, vous en prenez plein la vue avec vraiment les Alpes, la rivière, les montagnes, croiser des animaux sauvages. Donc, on espère ne pas tomber sur un ours, mais heureusement, c'est assez rare. Nous, on est tombé sur des singes. Ouf, c'est quand même moins dangereux. Matsumoto, où on peut visiter le très beau musée d'art moderne avec cette artiste célèbre qui est Yayoi Kusama, très connue pour sa citrouille au poing, mais le très beau château de Matsumoto, qui fait partie des châteaux encore non retapés, donc vraiment authentiques. Et puis Nagano, on finit par Nagano, qui est vraiment Nagano, les Jeux Olympiques dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui est aussi connu pour un des plus populaires temples zen du Japon, donc le Zenkoji. Zenkoji. Et tout autour du fameux temple Zenkoji, vous avez des tas de shukubo, donc ces petits hébergements gérés par des moines qui vous permettent de loger vraiment dans un endroit tout à fait typique, tout à fait authentique. Et vraiment, ça, c'est le temple qui est très connu et très populaire auprès des Japonais. Et ce périple, on peut faire en combien de temps? Au moins une semaine? Alors, une semaine, c'est un peu court. Hein. Nous, il se trouve qu'en fin de trip, on l'a fait en une semaine, effectivement, mais on a beaucoup carburé. Il vaut mieux prévoir un petit peu plus de temps, surtout si vous voulez faire avant les incontournables. Je pense que 10-15 jours, ce serait pas exagéré. Bon, ça, c'est pour vous montrer des images aussi, parce que souvent, on parle de ryokan. Ryokan, c'est l'hébergement, hein. C'est l'auberge traditionnelle japonaise où on arrive dans une chambre en tatami qui est transformée par les gens du ryokan en chambre. On profite des bains, on profite du repas kaiseki des ryokan. C'est différent du onsen. Le onsen, ça désigne les sources d'eau chaude. Si le ryokan a été construit sur un site de sources naturelles, eh bien forcément, vous profitez des eaux thermales. Voilà, je ne peux pas finir sans parler de la très bonne cuisine japonaise. Parce que la cuisine japonaise a quand même été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que washoku, donc la cuisine japonaise. Et effectivement, les sushis sont très bons, d'autant qu'il y a des poissons, des coquillages qu'on ne trouve pas ici, là-bas, donc c'est vraiment le moment. Mais il ne faut pas penser que le Japon, ce ne sont que des sushis ou des yakitori. Hein. Bien sûr, il y a toutes sortes de poissons crus, de pâtes, des pâtes de sarrasin, des pâtes de blé, des fritures, des panures. Il y a vraiment énormément de choses. Très bonne cuisine locale partout où l'on va. Donc là encore, la diversité en fonction des régions visitées, des plats tout à fait différents.
Ça, c'est notre dernière actualité, vous l'avez ici. Et voilà, c'est ce qu'on a fait sur le tourisme durable. Et bien sûr, comme nous avons nos bureaux à Paris, vous pouvez me joindre, vous pouvez joindre mes collègues pour des informations, pour des cartes, des brochures, des conseils ou autres, nous restons à votre disposition. Voilà, c'était un truc très rapide. Je suis désolée, mais j'espère que vous avez retenu que c'est très beau, que ça vaut la visite, que c'est très varié et que le Japon, ce ne sont pas que des gratte-ciel ou des temples, même s'ils valent tout à fait la visite. Je passe le micro à Pierre qui va nous parler des produits Worldia. Merci. Alors, donc, de mon côté, effectivement, je vais rentrer un peu plus en détail de nous, notre production, ce qu'on a. Donc, déjà, bonne nouvelle, tout ce dont a parlé Charlotte est disponible, ou sera disponible dans les quelques semaines sur Worldia. Donc, voilà. Donc là, Charlotte en a déjà parlé. Donc, juste, je vais revenir un petit peu sur pour qui, pour quand. Donc, déjà, voilà, le Japon, c'est vraiment idéal pour tout type de clientèle. Ce qu'il faut savoir, et en particulier quand même sur Worldia, c'est quand même assez destiné à des voyageurs en liberté, parce que c'est des gens qui vont soit louer une voiture, soit aller se déplacer en train. Donc, plutôt des voyageurs autonomes qui vont pouvoir ensuite voilà, être autonomes dans la ville, etc. Donc, c'est idéal pour les familles parce que c'est quand même un pays assez développé où il y a de bonnes infrastructures, donc c'est assez facile de se placer. C'est bien sûr destiné aux passionnés de la culture japonaise parce qu'il y en a beaucoup et je pense que vous voyez dans vos ventes que c'est plutôt des passionnés de Japon qui viennent à vous, vous n'avez pas forcément à convaincre les gens d'aller au Japon. Et bien sûr les amoureux de gastronomie aussi. Pour quand donc la saison, ce qu'on appelle la saison idéale, c'est la saison des cerisiers. En revanche, moi, je tiens à quand même vous dire que pour cette année, j'éviterai d'envoyer des gens sur cette période-là parce que c'est pris d'assaut et que ce ne sera pas du tout agréable. Je pense qu'il y a les hébergements sont quand même surchargés et sur place, notamment sur la Golden Route, en fait, ce sera quand même vraiment assez plein. Donc, de début mars à mai, éviter. Et il y a plein d'autres saisons qui sont super agréables. Donc, l'automne, notamment, qui est magnifique avec ces érables aux feuilles colorées. L'hiver aussi, qui est plutôt froid, mais très ensoleillé. Donc, c'est quand même assez agréable. Par contre, évitons l'été parce que l'été, c'est chaud, mais c'est quand même très humide, il pleut beaucoup, notamment en fin d'été, on a des typhons. Donc, voilà, plutôt l'automne, l'hiver. Ensuite, donc, c'est confort de la destination. Donc voilà, comme il a été dit, c'est vraiment un pays de contraste. En fait, c'est un pays qui à la fois fascine, passionne. Donc on est vraiment sur un dépaysement garanti. C'est vraiment une culture qui impacte, qui est vraiment, on en ressort forcément marqué, qui laisse pas indifférent. Donc on a vraiment des mélanges détonnants entre ultra-modernité, nature, tradition, vestiges impériaux, pop culture, des lacs, des montagnes, des volcans. Encore une fois, une gastronomie qui est une renommée mondiale et qui est vraiment le guide en savoir-faire au central. Une très riche histoire millénaire, comme on a parlé déjà, Charlotte, voilà, avec notamment des villes comme Nara, Kamakura ou Kyoto qui ont été justement capitale du pays et qui en gardent un peu la mémoire. C'est aussi bien sûr le berceau du manga et des studios Ghibli, donc on est voilà, pour les d'entre nous, c'est aussi quelque chose qui attire beaucoup au Japon. Et enfin, voilà, une culture et une civilisation très raffinée, donc beaucoup de traditions, de coutumes, beaucoup de politesse, de propreté. On est dans l'un des pays les plus sûrs du monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez marquant. Ensuite, bon, les petits trucs et astuces que je voulais récapituler ici. Donc voilà, c'est une destination qui est en liberté, donc qui se fait très bien en train notamment. Avec le GR Pass, par exemple, que l'on peut acheter avant le départ, c'est assez rapidement rentable. C'est 3 trajets, donc assez intéressant. C'est vraiment un highlight dans le voyage de pouvoir faire l'expérience de loger dans un ryokan. Bien sûr, à réserver à l'avance parce que il y a quand même assez peu de chambres en général par auberge. Donc voilà, les ryokans, c'est des auberges traditionnelles dans lesquelles on est vraiment plongé dans la culture japonaise. On est souvent en pension avec des repas aussi qui se laissent dans la nature. Il y a souvent aussi des bains qui sont des onsen. Donc voilà, à savoir quand même, c'est qu'il y a souvent 4 salles de bain, sauf dans les ryokans de très luxe. Et donc c'est non mixte, mais c'est mieux. Et attention aussi, c'est que les tatouages ne sont pas toujours forcément bienvenus pour justement se peuvent être considérés comme impurs. Donc pour rentrer dans les ryokan et se baigner dans les onsen, c'est
n'est pas toujours accepté, donc à vérifier. Autre chose, c'est que voilà, c'est un pays très développé, mais où il y a beaucoup de zones qui sont très naturelles en fait, et où le wifi n'est pas forcément toujours disponible partout. Donc, voilà. Ensuite, pour les locations de voitures, donc le permis, attention, doit être traduit par un organisme agréé sur place. Nous, pour info, sur l'emploi, pour l'instant, on n'a pas la location de voiture, mais elle va être activée en même temps que justement la possibilité de réserver et de pouvoir réserver sur la plateforme. Je vais faire un petit récap sur voilà, le Japon chez Wardia. Alors, dans les itinéraires incontournables qu'on a, donc je vais passer assez rapidement, mais voilà, c'était juste pour vous dire que pour le moment sur la plateforme, on a plutôt vraiment tous les incontournables. Donc, c'est-à-dire, on va avoir des escapades à Tokyo, un combiné Tokyo-Kyoto, des combinés qui vont aller plutôt, qui vont combiner de Tokyo, qui vont justement faire la Golden Route jusqu'à Osaka, ou alors pousser un peu plus loin jusqu'à Himeji, Miyajima et Hiroshima. On a aussi des itinéraires plus thématiques, donc des thématiques famille, thématiques luxe, ou thématiques en amoureux, où on a aussi d'ailleurs les Alpes japonaises. Et voilà, des itinéraires un peu plus sous un autre angle, donc de faire la route dans l'autre sens, de passer par les Alpes japonaises justement en nature, ou bien un itinéraire dédié justement au printemps sous les sakuras. Mais donc ça, c'était vraiment les itinéraires un peu classiques qu'on a, et voilà maintenant un peu tout ce qu'on va ouvrir. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est pas encore sur la plateforme, mais ça le sera dans quelques semaines, juste en rentrant des vacances, vous aurez tout ça sur la plateforme. Et en fait, l'idée là, c'était vraiment de développer un peu tout ce qu'on a à l'extérieur de la Golden Route, justement, et qui va vous permettre de proposer des itinéraires un peu hors des sentiers battus pour désengorger et de voir des choses un peu différentes. Donc, pour commencer sur Honshu, donc voilà, on est vers le nord, donc là, on est vraiment sur la nature, grande nature avec des volcans, avec des montagnes, sur une zone qui est un peu plus rurale, avec assez peu d'habitants finalement, donc vraiment nature pure. Dans le Kanto, donc là j'ai beaucoup de Tokyo, mais par exemple à côté on a ouvert la péninsule d'Izu, qui est une péninsule qui permet d'avoir des super jolies vues sur le mont Fuji, mais sans être dans Hakone où il y a beaucoup moins de monde. Les Alpes, dont Charlotte en a parlé. Ensuite, dans le Kansai, on a aussi ouvert le sud, en fait, donc, comme Charlotte en parlait, Koyasan, où on permet aussi sur la plateforme de réserver de la nuit dans un temple. Aussi, c'est une zone en fait où il y a énormément de temples, où il y a le pèlerinage Kumano-Kodo, qui est un peu le postal du Japon, voilà, qui est très nature, où on peut voir en randonnée, UNESCO également. Shuboku, qui est donc l'extrême ouest, où là on a des jolies côtes aussi, on a beaucoup de choses. On a par exemple des dunes de Tottori qui sont des dunes du Japon. Donc on a des paysages, on a aussi beaucoup de temples, des jolis petits villages. Donc on est aussi sur une nature qui est très très agréable à visiter. Et ensuite on va ouvrir donc, les 4 autres îles. Donc Hokkaido au nord, où là on est vraiment sur c'est Charlotte, c'est vraiment le froid, et des parcs nationaux. On a le plus grand parc national qui est là-haut. Quand même aussi des villes avec Sapporo, quand même, on va avoir un peu le côté un peu urbain, moderne du Japon, mais surtout quand même beaucoup de nature aussi. C'est là où on va avoir des petits skis par exemple. Shikoku, qui est la petite île ici, qui est l'île aux 80 temples. Donc on a aussi beaucoup de temples sur place. On a notamment donc, la photo, c'est l'île de Naoshima, donc qui est une petite île de Shikoku qui a été investie par l'art en fait. Donc c'est hyper sympa de se balader là-bas, de voir un peu tout l'art qui a été créé dans l'île. Et sur l'île, après, on a quelques villes, et sinon c'est assez rural ici, c'est beaucoup de nature, beaucoup d'intensité, de spiritualité. Et Kyushu, là, on est vraiment sur l'île au volcan, donc on est un peu plus au sud, donc la température est aussi un peu plus tropicale. Voilà, on a des paysages un peu plus verts, et on a des volcans, on a vraiment beaucoup de nature, on a des sources géothermiques avec des couleurs incroyables comme on peut en voir
en Nouvelle-Zélande. Et Okinawa, bien sûr, donc l'archipel tropical. Là, on est vraiment sur état balnéaire, avec aussi quand même une culture très marquée, parce qu'elle est assez indépendante du reste du Japon. Donc, on a des danses traditionnelles, de la nourriture spécifique, etc. Donc, c'est vraiment aussi un vrai paradis à visiter. Voilà. Une dernière, Okinawa, c'est très connu pour la plongée, mais il y a aussi des forêts primaires, il y a aussi de la mangrove. Donc, il y a vraiment des choses très nature de quoi faire de l'écotourisme. Ouais, exactement. Voilà, donc je vais passer rapidement sur ces itinéraires, mais c'était pour vous donner un peu une idée de, voilà, en fait, tout ce dont j'ai parlé, là, on peut en faire aussi des itinéraires dédiés, donc un itinéraire 100% sur Kyushu, Hokkaido, les Alpes un peu plus en détail, le Kansai, vraiment des itinéraires un peu hors des sentiers. Et voilà, donc je vais revenir rapidement des hôtels et des activités coup de cœur, donc c'était juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va avoir en plateforme et ce qu'on a déjà en plateforme. Donc de petits prix jusque de l'ultra-luxe Ryokan, en passant par le temple à Koyasan dont je parlais, un hôtel avec juste 5 chambres qui ont été faites par des artistes de Tokyo, et The Share Hotel qui est une chaîne en fait assez abordable et assez moderne et qui est très bien incorporée dans le Japon. Et dans les activités, pareil, on a un peu de tout. Donc, des activités, j'ai mis la distillerie de saké, mais un peu des activités gastronomiques, on va en avoir pas mal en plateforme aussi. Okinawa, donc de l'observation de baleines. L'entraînement de sumo, c'est une activité qui est assez connue, qui se vend bien, mais qui reste quand même une expérience unique à faire dans sa vie, d'être témoin d'un entraînement de sumo. Et par exemple, une activité en privé pour passer sur les sentiers du pèlerinage de Kumano. Voilà. Ensuite, je vous ai mis voilà, juste une petite phrase inspirationnelle. Donc voilà, le Japon est l'endroit le plus enivrant pour moi. La culture japonaise me fascine, la nourriture, l'habillement, les manières, les traditions. C'est l'expérience de voyage qui m'a le plus aimé. Pourquoi choisir Worldia? Donc, comme je vous l'ai redit, on a plus de 20 itinéraires, plus de 150 hébergements de tout type hôtels, temples, guest house, plus de 150 expériences, bien sûr la liberté de choix pour les transports, et des programmes adaptables et des experts capables de le faire avec nous. Voilà. Et donc, je passe la main sur l'AR1 à Ever, qui va pouvoir vous parler un peu de la compagnie. Bonjour à tous, Manuel, Ever. Je travaille depuis presque 15 ans maintenant. Moi, je ne m'attarderai pas à parler en japonais. Et en taïwanais, voilà. Je me contente du français. L'idée, voilà, c'est que, bon, malgré le développement durable, au Japon, on peut pas y aller en vélo ou en voiture. Alors, ça prend beaucoup de temps, on peut pas y aller en avion. En l'occurrence, c'est de donner un aperçu de ce qu'est EVAR. Certains peut-être déjà une petite idée. C'est toujours utile. EVAR, compagnie privée taïwanaise, qui appartient au groupe Evergreen, qui a été créé il y a maintenant une trentaine d'années, donc n'est pas si récent. C'est la compagnie, beaucoup l'ont oublié, qui a inventé le concept d'économie premium. Donc déjà, il y a plus de 30 ans, qui signifie que voilà, ça donne un peu une idée du positionnement de la compagnie alimentaire. C'est pas une low cost. C'est pas une low cost. Et la catégorie premium, chez nous, c'est une cabine qui a entre 56 et 64 sièges. C'est une vraie premium. Et ça donne une idée un peu de la part, de l'importance qu'a pris cette cabine chez nous. Le Star Alliance depuis 2013, il y en a 5 étoiles à Skytrack depuis 2016. Donc ça aussi, pour une compagnie qui peut-être dans les médias est moins présente ici en France, ça permet quand même de situer un petit peu le niveau de service qu'on s'efforce de donner, qu'on s'efforce de continuer à développer. Voilà. Et on est revenu à un vol quotidien sur Paris depuis novembre 2022, en sachant, c'est important de noter qu'on n'a jamais arrêté de voler sur Paris, compris pendant le Covid. À ma connaissance, il y a très peu de compagnies qui l'ont fait. On a toujours gardé au moins un vol passager sur Paris, en sachant que ce vol était complété par plusieurs vols cargo. Et là, je reviens à l'ADN d'Evergreen, qui est une dimension fret assez importante. Et c'est quand même important parce que le cargo, c'est quand même ce qui a permis, pendant toute la partie Covid, Sarkozy était quand même fermé pendant 2 ans, non seulement de survivre, il ne faut pas oublier qu'Eva est une compagnie qui a gagné de l'argent en 2021, avec un unité de passagers à 0. Donc, ça donne une idée également de la gestion de la compagnie, et je pense que c'est important pour vous et pour les clients de voir qu'une compagnie bien gérée. Voilà. La taille de la compagnie, plus de 10 000 personnes, 90 appareils, donc beaucoup de courriers, et près de 70 destinations. Ça donne aussi une idée de la taille, en fait. Alors, où est Taïwan? Alors, je pense que c'est important, parce qu'une carte peut dire beaucoup de choses, donc pour le Japon, voilà, du nord au sud, c'est très espacé. Taïwan, c'est là.
Donc ça permet de vous donner une idée que c'est quand même central en Asie et c'est également ça permet de justifier pourquoi le Japon, en l'occurrence, est une destination qui a toujours été très importante pour Eva, en sachant qu'il y a des liens historiques très forts également pour Taïwan et le Japon. Ce sont deux pays qui s'entendent très bien, il y a de gros liens. Et ça me donne également une idée des temps de vol entre Taipei, qui est notre hub, et le Japon, en sachant que Okinawa, effectivement, c'est là les premières îles, c'est au niveau de la flèche. Vous voyez un petit peu la proximité avec l'île. Et donc les temps de vol, entre 1h30 et 3h30 de vol. Le vol de Paris, c'est une 777-300, départ le matin, retour le soir, ce qui permet de connecter avec tout notre réseau vers le Japon. Vous avez l'idée effectivement de la configuration de cabine, pour le poids de la premium dont j'ai parlé. Nos 3 classes, donc la classe affaires, avec une franchise bagage, 2 bagages de 32 kg pour chaque personne, un siège lit, voilà, une trousse Ferragamo, on donne un pyjama en business. On a un service business où objectivement que certains donnent en première. C'est ce qu'on nous a dit. Donc c'est important de le noter. Encore une fois, quand on n'a pas forcément d'idée du niveau de service qui est proposé, ça permet un peu de recadrer certaines choses, de dépoussiérer le moins qu'on peut en avoir. J'ai mis également quelques plats japonais parce qu'il faut savoir qu'entre Taïwan et le Japon, il y a des grands chefs japonais qui proposent des plats à bord. D'ailleurs, le japonais, Charlotte, je sais, apprécie beaucoup Taïwan. La catégorie premium. Donc, d'une manière générale, il faut savoir que chez Eva, voilà, on importe un concept de tout inclus. C'est un peu un repos de ce que vous connaissez aujourd'hui. Nous, tous les tarifs, dans toutes les cabines, ont 2 bagages. C'est pas payant. C'est inclus dans le prix, et tous les tarifs sont flexibles, remboursables, échangeables. Voilà. Donc, service Wi-Fi, de la cabine, le siège, les toilettes sont dans la cabine premium, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies, par exemple. Et le plateau repas est légèrement différent de celui en auto. La classe économie, une configuration 3-3-3 sur la plupart des vols. Alors, il faut savoir juste que la premium, elle est disponible sur le long courrier. Donc, vous l'avez entre Paris et Taipei, Taipei et Japon, donc pour une vol régional, ça bascule en éco. Alors, voilà, un focus sur le Japon vous donne une idée de l'importance de cette destination et des liens historiques qu'il y a effectivement entre Japon et Taïwan. Alors ça, c'est le réseau tel qu'on l'avait clairement avant le Covid et qui est en train de se redéployer. Maintenant, il faut savoir que déjà aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles le Japon, en plus d'être une superbe destination, très sûre, comme vous l'avez dit par Charlotte auparavant, les destinations qu'on a rouvert déjà aujourd'hui en vol quotidien sont Tokyo, Osaka, Fukuoka et Sapporo. Donc, 4 villes, alors qu'à ce jour, la concurrence aérienne reste très limitée sur Tokyo et un tout petit peu Osaka avec la France. Mais donc, on a 4 destinations déjà en quotidien. Okinawa rouvre en janvier. Et j'ai appris ce matin que Fukuoka double à partir de... c'est vraiment toujours depuis ce matin, à partir de mars. Ça permet d'avoir de bonnes connexions aller et retour. Et l'idée de base, si vous voulez, c'est que, enfin, comme on l'a souligné précédemment, le Japon, ça n'est pas que Tokyo-Osaka. Ça n'est pas que la Golden Route, c'est beaucoup plus que ça. Et le fait d'avoir un gros réseau permet justement de combiner. Alors évidemment, il y a le Japan Rail Pass qui est très efficace, qui permet ensuite de sillonner, mais ça permet effectivement de rentrer à un point et de sortir à un autre avec un palais de destinations qui est très large. Alors les destinations qui sans doute repartiront en dernier, a priori, seront Nagoya, à Kodate, qui est la deuxième ville sur Hokkaido, à Aomori, et je sais que Komatsu et Sendai repartiront également, pour votre information, au printemps. On va dire de faire très bref. Donc voilà, comme un écoute, c'est ça. Mais après, si vous avez des questions, alors nous, le bureau, effectivement, est à Levallois-Perret. Comme vous appelez Levallois-Perret, même si le Brandia également sera bien un collab sur les airs, je suppose. Mais l'idée, c'est de donner vraiment un aperçu de ce qu'est EVAR et de pourquoi le Japon a un intérêt particulier pour nous, en plus d'avoir le vent en poupe aujourd'hui. Il faut savoir que le Japon est notre 3e destination à ce jour au départ de France, ce qui est quand même énorme. Il y a beaucoup de demandes, voilà, j'ai le printemps, j'ai également sur l'automne prochain. Maintenant, voilà, il n'y a pas que 2 saisons au Japon. Il faut balayer large. Alors après, voilà, je sais que septembre, je vais parler des typhons, voilà, c'est une zone à typhon. Il faut bien qu'on vote quand même. Donc, on prend aussi en août et septembre, mais effectivement, l'idée à juste titre,
c'est aussi de répartir sur l'année. Je dirais que c'est un peu comme la France, hein. C'est un pays qui a des régions voilà, qui sont belles à visiter sous différents climats. Donc, il ne faut pas se focaliser, et c'est important également de le dire aux clients. Souvent, il y a des raccourcis très rapides, et c'est un peu dommage. Voilà. Tous les gens qui sont allés au Japon en hiver sont revenus absolument enchantés. On s'est donné un beau temps, il y avait très peu de monde, c'était super accueillant, c'est vrai qu'il y a de très belles zones ensoleillées. Sachez que Tokyo se trouve au niveau de Shibarata. Et vous voyez, c'est quand même pas mal au sud par rapport à nous. Et donc, ça donne un hiver avec des journées très ensoleillées, où quand il fait beau en plein milieu de la journée, on est en t-shirt avec 3 pulls accrochés autour de la taille parce qu'on a un peu chaud. Et effectivement, le matin, le soir à l'ombre, on les remet. Et c'est vraiment une très belle saison. Et là, c'est méconnu. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est ce type de pays qui a une aura naturelle très forte, hein, mais effectivement, où il y a voilà, des images, voilà, des icônes, et on s'accroche souvent toujours au même. En plus, notre pays très sûr, hein, parce que certaines personnes ont envie d'y aller, et voilà, c'est un pays, à l'image de Taïwan, qui était quand même fermé pendant 2 ans, mais c'est très sûr, en fait, hein, c'est très sûr. Donc, alors, pour votre info, pour les transits à Taipei, il n'y a pas besoin de test PCR, il n'y a plus rien. Les transits sont libres, aller et retour. Seul le masque est quand même recommandé à bord. Comme les sur des longues vols, parce que il n'y a pas sur les tarifs. Donc ça rallonge notamment les temps de vol. Je crois que Charlotte, voilà, qui que j'attends récemment, s'en a aperçu, notamment sur les vols retour. On fait face au vent. Donc on est sur des vols déjà entre Taipei et Paris, et sur 14 heures de vol. Merci à la caméra. Bah, de rien. Merci. Merci beaucoup. Donc, déjà, on va remercier effectivement nos partenaires de nous avoir accompagnés sur cette session un peu exceptionnelle. Donc, merci Charlotte, merci Manuel. Voilà.